L'aube sur les hautes terres d'Auvergne se levait toujours avec une lenteur majestueuse, comme si le soleil hésitait à troubler le sommeil séculaire des géants de pierre. Le brouillard, en rivières épaisses et laiteuses, coulait le long des pentes, enveloppant les toits de tuiles de la vieille citadelle et dissimulant le pied de la montagne murmurante. À cette heure matinale, le monde semblait peint à l'aquarelle, flou, humide et silencieux. L'air sentait les aiguilles de pin mouillées et la pierre refroidie par la nuit. Sur la petite place pavée, où le marché bourdonnait d'ordinaire, régnait un calme absolu. Seul le bruit discret des sabots et le tintement du métal rompaient la paix du matin. Hugo, un jeune chevalier dont l'armure brillait encore de sa nouveauté, se tenait près de sa fidèle monture. Ses gestes étaient mesurés et tranquilles. Il vérifiait soigneusement la sangle, ajustait les sacoches et flattait l'encolure de l'animal, l'apaisant avant la longue route. Le regard du jeune homme se tournait sans cesse vers l'horizon, là où, derrière un voile dense de nuages, se cachait le sommet. Là-haut, tout en haut, selon les anciennes légendes, reposait le bouclier d'argent. Ce n'était pas un simple objet de gloire guerrière, mais un symbole de pureté d'intention et de véritable vaillance, qui ne se donnait qu'à celui qui saurait traverser les épreuves de la montagne. Hugo ne cherchait pas la gloire par vanité. Il était mu par le désir silencieux mais ferme de se prouver à lui-même qu'il était digne du titre de protecteur du royaume. Les lourdes portes de chêne de la citadelle commencèrent à s'ouvrir en grinçant, laissant entrer une bande de lumière pâle. Hugo sauta légèrement en selle. Le cheval, sentant la détermination de son cavalier, s'ébroua doucement, lâchant de petits nuages de vapeur dans l'air froid du matin. Le chevalier toucha les rênes, et la silhouette solitaire s'éloigna des murs protecteurs, plongeant dans le brouillard épais qui l'attendait déjà sur la descente vers les eaux tumultueuses de la rivière. Le voyage commençait. La route descendait doucement, serpentant entre des rochers couverts de mousse, jusqu'à mener le chevalier sur la rive de la Dordogne. L'eau ici était sombre et rapide. Elle frappait avec un grondement sourd les vieux piliers du pont de pierre, noircis par le temps. Le brouillard matinal au-dessus de l'eau était particulièrement dense, cachant la rive opposée et donnant l'impression que le pont menait droit vers un néant blanc. On n'entendait que le clapotis des vagues et les rares cris des oiseaux éveillés dont l'écho se répercutait sur la surface de la rivière. Le cheval de Hugo, un étalon bai nommé Bayard, s'ébroua avec méfiance, piétinant les galets humides. L'animal sentait le froid émanant de la rivière et lorgnait nerveusement l'étroite travée du pont. Le chevalier se pencha vers l'oreille de sa monture, son gantelet effleurant doucement l'encolure chaude, caressant la crinière rêche. « N'aie crainte, mon ami », dit doucement Hugo, et sa voix résonna calme et ferme, se fondant avec le bruit de l'eau. « Ce pont se tenait ici bien avant notre naissance, il nous supportera aussi. Allons-y, lentement. » Le chevalier ne pressa pas l'animal. Il laissa au cheval le temps de s'habituer au bruit et à l'odeur de l'eau. Un instant plus tard, Bayard fit le premier pas, et les sabots résonnèrent sourdement sur les vieilles pierres polies par les vents. Sous eux bouillonnait la rivière, emportant feuilles mortes et branches loin vers l'océan. Mais le cavalier et sa monture avançaient d'un pas mesuré, comme s'ils ne formaient qu'un seul être, disparaissant peu à peu dans la brume blanchâtre qui enveloppait le milieu de la traversée. Dès que le claquement des sabots sur la pierre fit place au bruissement doux du tapis forestier, le monde alentour changea. Ils pénétrèrent sous la voûte de la forêt des brumes. Ici, sous les couronnes des chênes et des hêtres centenaires, régnait une pénombre éternelle. Les immenses branches s'entrelaçaient haut au-dessus des têtes, formant un dense chapiteau vert à travers lequel perçaient, rarement, de fins rayons de lumière semblables à des aiguilles. L'air était immobile, imprégné des arômes de feuilles mortes, de champignons et de résine. Le sentier, d'abord large et visible, commença à se rétrécir, se perdant dans les fougères. Les racines des arbres, comme des serpents figés, traversaient le chemin, obligeant les voyageurs à avancer avec une prudence particulière. La forêt semblait vide, mais c'était une impression trompeuse. Elle était pleine d'une vie cachée. Les branches craquaient à peine, une brindille cassait au loin, et dans l'herbe haute bruissaient des habitants invisibles. Hugo arrêta son cheval à une bifurcation où une vieille pierre de bornage s'était presque entièrement enfoncée dans la terre, recouverte d'une épaisse mousse veloutée. Il scruta attentivement les signes à peine visibles,
gravées sur la pierre il y a des siècles, essayant de comprendre la bonne direction. Il semble que les vieilles cartes soient impuissantes ici, chuchota le chevalier, s'adressant davantage à la forêt qu'à quiconque. Les sentiers changent, tout comme le lit des ruisseaux. Il faudra se fier à l'instinct. Il toucha légèrement les rênes, choisissant un chemin qui menait vers un endroit où la forêt semblait plus claire, bien que plus sauvage. Chaque mouvement ici exigeait de la patience, et la hâte aurait été le pire compagnon dans ces anciens domaines de la nature. Heure après heure, il s'enfonçait dans le fourré, et le silence de la forêt devenait de plus en plus profond, presque tangible. Cependant, bientôt, l'ouïe fine du chevalier capta un son étranger à la nature sauvage. Ce n'était pas le cri d'une bête, ni le bruit du vent, mais une mélodie douce et chatoyante. Les sons étaient les simples, mais étonnamment purs. Ils semblaient tracer un chemin invisible à travers le sous-bois dense. Suivant cette musique, Hugo déboucha sur une petite clairière baignée d'une lumière douce et diffuse. Au centre de la clairière, assis sur le tronc d'un immense arbre abattu, se trouvait un vieillard. Ses cheveux gris tombaient sur ses épaules et ses yeux étaient couverts du voile blanc de la cécité. Mais son visage exprimait une paix absolue. Dans ses mains, il tenait un luth ancien, ses doigts parcourant les cordes avec aisance et habitude, faisant naître cette même mélodie qui avait guidé le chevalier jusqu'ici. Près de lui, ni armes, ni riches vêtements, seulement une simple chemise de toile et un bâton. Hugo mit pied à terre, essayant de ne pas faire teinter son armure, mais le vieillard semblait déjà savoir qu'il était là. La musique s'apaisa doucement, se dissolvant dans l'air, mais la sensation d'harmonie demeura. Le vieillard tourna lentement la tête vers son invité, comme s'il le voyait de son regard intérieur. « Il est rare que quelqu'un s'aventure si loin sans s'égarer », dit le vieillard d'une voix douce, légèrement crissante, semblable au bruissement des feuilles sèches. « Cherches-tu le silence ou la gloire, voyageur ?»« Je cherche le chemin vers le sommet, père », répondit respectueusement Hugo, faisant un pas en avant et inclinant la tête en signe de respect. « Je m'appelle Hugo et ma route mène à la montagne murmurante. » Le vieillard, qui se nommait Éloi, sourit légèrement et les rides autour de ses yeux se creusèrent, rendant son visage plus bienveillant encore. Il posa le luth sur le côté et s'appuya des deux mains sur son bâton. Autour de lui semblait exister un champ de repos dans lequel même l'inquiet Bayard se figea et baissa la tête pour commencer à brouter l'herbe juteuse de la clairière. Vers la montagne murmurante, traîna Éloi comme s'il goûtait les mots. Beaucoup de chevaliers sont passés devant moi. Leurs chevaux étaient rapides et leurs épées tranchantes. Ils pensaient que l'on pouvait conquérir la montagne par la force, comme une forteresse ennemie. Ils taillaient les ronces et maudissaient le brouillard. Mais la montagne n'est pas un ennemi, jeune homme. On ne peut pas la combattre. Hugo écoutait attentivement, sans interrompre. Il comprenait que cette rencontre n'était pas fortuite. Dans les paroles du barde aveugle se cachait une sagesse introuvable dans les livres ou sur les terrains d'entraînement. « Mais comment puis-je passer ?» demanda enfin le chevalier, sa voix pleine d'une question sincère et non d'une exigence. « On dit que les portes du sommet sont verrouillées à jamais. »« Verrouillées pour ceux qui frappent du poing », répondit Éloi en levant un doigt. La pierre aussi sait écouter. Le gardien de la montagne n'est pas un monstre qu'il faut tuer, c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. Tu ne dois pas exiger le passage, mais le demander. Le vieillard tendit de nouveau la main vers son luth. Ses mouvements étaient fluides, dénués de toute agitation. « Écoute, Hugo, je vais te jouer la clé. Ne retiens pas les notes avec ton esprit, retiens-les avec ton cœur. » Une musique s'éleva de nouveau au-dessus de la clairière. Cette fois, elle était différente. Non pas simplement une belle mélodie, mais un rythme étrange et envoûtant qui semblait imiter la respiration d'un géant endormi. Les sons étaient bas et vibrants, ils pénétraient jusqu'au fond de la poitrine, éveillant un étrange sentiment de reconnaissance, comme si cette chanson avait toujours vécu à l'intérieur, mais avait été oubliée. Éloi jouait, et la forêt alentour se tut définitivement. Même le vent cessa de faire bouger le feuillage, écoutant le motif ancien. Hugo ferma les yeux. Il restait immobile, laissant les sons emplir sa conscience. Ce n'était pas une chanson guerrière de marche, ni une danse joyeuse de taverne. C'était le chant de la pierre, du vent et de la glace des hautes montagnes. Elle était lente, traînante et infiniment triste,
mais en même temps lumineuse. « Entends-tu » demanda doucement Éloi sans cesser de pincer les cordes. « Elle est simple, comme 3 gouttes de pluie. Essaie de la répéter en toi-même. » Le chevalier prit une profonde inspiration et tenta de fredonner doucement le motif. Au début, c'était hésitant, la voix tremblait, mais le vieillard hocha la tête, soutenant son rythme par son jeu. « Ne te presse pas », conseillait le barde. « Laisse le son couler de lui-même. Imagine l'eau qui use la pierre. La douceur vaincre la dureté. Encore une fois. » Et Hugo chanta de nouveau, accompagnant le luth d'un bourdonnement calme. À chaque répétition, la mélodie devenait une partie de lui-même, apaisant ses pensées et chassant l'anxiété avant l'ascension à venir. Le brouillard autour de la clairière commença à s'épaissir, mais il ne semblait plus être un voile hostile, mais une couverture douce abritant le monde de l'agitation. L'adieu au barde fut bref et sans tumulte, tout comme la rencontre elle-même. Éloi resta assis sur l'arbre abattu, sa silhouette se dissolvant peu à peu dans le crépuscule de la forêt, comme s'il faisait lui-même partie de la mousse ancienne et de l'écorce. Hugo, de nouveau en selle, se sentait différent. La mélodie offerte par le vieillard vivait désormais dans sa mémoire, comme un feu guide fiable. Le sentier commença à monter brusquement, quittant l'ombre douillette des arbres. La forêt s'éclaircissait, les immenses chênes cédirent la place à des pins bas, tordus par les vents, s'accrochant de leurs racines au sol rocailleux. L'air devenait plus fin et plus frais, on y sentait de plus en plus distinctement l'odeur de la neige et de l'ozone. « Merci à toi, gardien des chansons », chuchota doucement Hugo en regardant en arrière, bien que le feuillage épais eût déjà caché la clairière. « Nous garderons ton don. » Bayard marchait avec précaution, vérifiant chaque pierre de son sabot avant d'y transférer son poids. Le chemin devenait plus difficile, mais le rythme du mouvement restait le même, calme et mesuré. Le chevalier ne pressait pas sa monture, la laissant choisir elle-même sa route parmi les éboulis et les rochers. Il montait toujours plus haut, laissant le monde vert loin en bas, entrant dans le royaume de la pierre grise et du brouillard blanc. Les pentes de la montagne murmurante justifiaient leur nom. Ici, le vent ne hurlait pas, il chuchotait, se faufilant à travers les étroites fissures et les grottes de pierre. Ce son ressemblait à la conversation lointaine et indistincte d'une multitude de voix qui berçaient la conscience, faisant oublier le temps. Le brouillard était si dense qu'on avait l'impression que le cavalier et sa monture nageaient dans un nuage, détachés de la terre. Le sentier se transforma en une étroite corniche contournant un rocher massif. D'un côté se dressait un mur vertical, humide et sombre, de l'autre, un abîme blanchâtre, caché par le voile. Hugo sentait les muscles du cheval se tendre sous la selle, il sentait la respiration régulière et profonde de l'animal surmontant la montée. Il se pencha en avant, caressant la crinière mouillée par la condensation. « Encore un peu de patience, mon vieux », dit doucement le chevalier, et sa voix fut aussitôt saisie et étouffée par la brume. « Nous marchons à travers les nuages comme des voyageurs célestes. Reste près de la paroi. » La pierre sous les sabots répondait sourdement à chaque pas. Autour, il n'y avait pas de couleurs vives, seulement des nuances infinies de gris et de blanc, se fondant les unes dans les autres. Ce paysage monochrome apaisait l'œil, l'empêchant de s'accrocher aux détails, plongeant l'esprit dans un état de transe légère, où seul existe le mouvement vers le haut. Enfin, la montée abrupte fit place à un petit plateau. Ici, le vent tomba définitivement, comme s'ils étaient entrés dans une immense salle sans mur ni plafond. Le silence devint absolu, résonnant. Hugo mit pied à terre, donnant au cheval l'occasion de se reposer. Il marcha sur la plateforme rocheuse, dégourdissant ses jambes, et ses bottes de fer écrasèrent les petits cailloux avec un crissement. Le froid ici était perceptible, mais pas mordant. Il rappelait plutôt la fraîcheur d'une cave ancienne. Le chevalier ôta son aume, exposant son visage à l'air humide. En lui résonnait encore la mélodie des lois, et il commença à la fredonner doucement pour lui-même, vérifiant s'il n'avait pas oublié le motif durant le long chemin. « La douceur vaincre la dureté », répéta-t-il les mots du vieillard, regardant dans le lointain brumeux, là où devaient se trouver les portes. La pierre écoute. Bayard s'approcha de son maître et enfouit son nez doux dans son épaule, cherchant du soutien. Hugo sourit et sortit de sa sacoche une pomme qu'il avait gardée spécialement pour ce moment. « Nous sommes presque au but »,
dit-il au cheval tandis que celui-ci mâchait la friandise avec un craquement. Ici, même le temps coule différemment. Sens-tu ce calme? En traversant le plateau, ils virent ce pourquoi ils avaient fait tout ce chemin. De l'épais brouillard commencèrent à émerger les contours de quelque chose de grandiose. Au début, cela semblait être simplement une partie de la falaise, mais à mesure qu'ils approchaient, les lignes devenaient de plus en plus régulières et strictes. Devant eux se dressaient les portes de pierre, une structure massive taillée à même le corps de la montagne par d'anciens maîtres dont les noms s'étaient effacés de la mémoire des hommes depuis longtemps. Les portes étaient immenses, hautes de 3 hommes. Sur leur surface, on ne voyait ni gonds, ni poignées, ni serrures. La pierre était lisse, polie par les vents jusqu'à un éclat de miroir, et seule une fine fissure, à peine visible, séparait les 2 battants. On aurait dit que la montagne avait simplement clos ses lèvres, ne voulant laisser entrer personne. Hugo s'arrêta à quelques pas de l'entrée, sentant la majesté de ce lieu. Il n'y avait pas de peur, seulement une révérence devant l'éternité. Voici la limite dont parlèrent les légendes, dit le chevalier, et sa voix se répercuta en écho contre le mur lisse. Elles ont l'air de ne pas s'être ouvertes depuis 1000 ans. Il s'approcha lentement et retira son gantelet. Sa paume toucha la pierre froide. La surface était glaciale, mais sous ses doigts, il sentit une étrange vibration, comme si, à l'intérieur de la roche, battait un cœur immense et lent. Le chevalier se tenait devant l'entrée close, se sentant comme un grain de sable face à la montagne. Il se souvenait des instructions. La force ici est inutile. L'épée restait au fourreau et l'esprit était pur de toute agression ou impatience. Hugo ferma les yeux, rétablissant sa respiration, s'ajustant au rythme de ce qui se cachait derrière la pierre. Il se rappela la mélodie que jouait le barde aveugle. Elle était la clé, mais pas une clé mécanique, une clé vivante. Le chevalier prit une profonde inspiration, emplissant ses poumons de l'air raréfié des montagnes. « Je ne suis pas venu prendre par la force, mais demander la sagesse », prononça-t-il fort et distinctement, s'adressant à la pierre comme à un être vivant. « Entends-moi, gardien de la montagne. » Les mots restèrent suspendus dans le silence, ne rencontrant aucune réponse. La pierre demeurait immobile. Mais Hugo ne recula pas. Il savait que la conversation ne faisait que commencer. Il commença à fredonner cette même mélodie, bas, longuement, s'efforçant de faire venir le son du plus profond de sa poitrine. La vibration de sa voix toucha la pierre, et il sembla au chevalier que la surface froide sous sa paume se réchauffa un instant, comme pour répondre à un appel familier. La voix du chevalier s'affermissait, se mêlant au grondement du vent qui errait dans les fissures. La mélodie, simple et ancienne, résonnait avec la maçonnerie de pierre, faisant légèrement trembler l'air alentour. Au début, rien ne se passa, mais ensuite, profondément dans les entrailles de la falaise, naquit un son en réponse, un grondement bas et roucoulant, semblable à un tonnerre lointain ou au ronronnement d'un énorme animal. Ce n'était pas un bruit de destruction, c'était un bruit d'éveil. La fine fissure entre les battants des portes commença à s'élargir lentement. La pierre glissait sur la pierre avec un son lourd et bruissant, qui faisait vibrer le sol sous les pieds. La poussière des siècles, accumulée dans les rainures, tombait en minces filets, disparaissant dans le brouillard. Hugo recula d'un pas, sans interrompre son chant, observant l'obstacle séculaire céder à la force de l'harmonie. « Tu entends, Bayard » chuchota-t-il en s'adressant au cheval, qui dressait les oreilles avec attention, mais ne reculait pas. « La montagne nous répond. Elle se souvient de ce langage. » Les battants s'écartèrent juste assez pour laisser passer le cavalier. Derrière eux, on ne voyait pas de ténèbres, seulement une lueur douce et argentée émanant de quelque part au fond de la grotte. Le grondement s'apaisa et le silence régna de nouveau, mais c'était maintenant un silence invitant et non rejetant. Hugo prit le cheval par la bride et franchit le seuil le premier. L'air à l'intérieur était sec et immobile. Il ne sentait pas l'humidité des souterrains, mais la pureté et le froid d'un ciel étoilé. Les murs de la grotte étaient hauts, se perdant dans l'obscurité des voûtes, mais le sol était pavé de dalles lisses qui scintillaient faiblement dans la pénombre. Ils avançaient lentement, et le bruit des pas ici semblait étonnamment doux, comme si la pierre absorbait tout bruit. La lumière provenait de la mousse poussant dans les niches des murs, pâle, bleuâtre, donnant juste assez d'éclat pour voir le chemin. Marche sans crainte, il n'y a pas de pièges ici.
dit doucement le chevalier, caressant le nez velouté de l'étalon. « C'est un lieu de repos, pas de guerre. Sens-tu comme on respire aisément ici ?» En effet, la fatigue de la longue ascension recula. Le corps s'emplit de légèreté et les pensées devinrent claires et calmes. Le couloir était droit, et devant, tout au bout, on apercevait une salle baignée d'une autre lumière, blanche et pure, tombant directement du ciel par une ouverture naturelle au sommet de la montagne. Ils entrèrent dans la salle ronde qui était le cœur de la montagne murmurante. Ici, pas de tas d'or ni de coffres de bijoux, comme dans les contes de dragons. La salle était ascétique et vide, à l'exception d'un piédestal de pierre solitaire au centre. Juste au-dessus, dans la voûte de la grotte, s'ouvrait une fenêtre ronde à travers laquelle tombait une colonne de lumière du jour diffuse, perçant le brouillard extérieur. Dans ce rayon flottant dans l'air reposait le bouclier d'argent. Il n'était orné ni de pierre ni de ciselure. Sa surface était parfaitement lisse, comme l'eau figée d'un lac de montagne. Le métal semblait liquide, choyant de toutes les nuances de blanc et de gris. Le bouclier n'éblouissait pas par son éclat, il luisait doucement de l'intérieur, dissipant la pénombre. Hugo se figea, frappé par la simplicité et la grandeur de ce qu'il voyait. Il ôta son aume et l'air frais toucha son visage échauffé. « C'est donc ainsi que tu es » souffla-t-il à peine, et son murmure traversa la salle comme une légère brise. « Tu n'es pas une arme, tu es le miroir du monde. » Le chevalier s'approcha, ses pas étaient insonores. Il ne ressentait aucune avidité de possession, seulement un profond respect pour la maîtrise de ceux qui avaient créé cet objet et pour la patience de la montagne qui l'avait gardé. Se tenant devant le piédestal, Hugo regarda dans la surface polie du bouclier. Mais au lieu de son reflet, il vit une image étrange. Des nuages flottant au-dessus de la vallée, le cours tranquille de la Dordogne loin en bas, et même les couronnes vertes de la forêt des brumes. Le bouclier semblait avoir absorbé le monde entier alentour, préservant sa beauté sous une forme immuable. Le chevalier tendit la main, mais ne toucha pas le métal tout de suite. Il garda sa paume au-dessus de la surface, sentant la chaleur émanant de l'objet. Étrange pour de l'argent froid. « Je ne suis pas venu pour me cacher derrière toi », dit Hugo, s'adressant au bouclier comme à un égal. « Je suis venu pour porter ta lumière en bas, dans la vallée. Me le permettras-tu » En réponse, le silence de la salle devint encore plus profond, plus dense. Il semblait que le temps lui-même s'était arrêté, donnant au chevalier un instant pour prendre sa décision. Hugo saisit lentement les bords du bouclier. Le métal était léger, presque en apesanteur, comme tissé de brume et de clair de lune. Il le souleva aisément et le bouclier se logea confortablement sur son bras, devenant le prolongement naturel de son corps. Dès que le bouclier fut entre les mains du chevalier, la lumière dans la salle changea. Le rayon tombant d'en haut s'assombrit. Mais le bouclier lui-même commença à pulser doucement, éclairant l'espace autour d'une lueur égale et mate. Désormais, Hugo était lui-même la source de lumière dans ce ventre de pierre. Il se tourna vers la sortie, où Bayard l'attendait patiemment. Le cheval s'étira vers le bouclier, reniflant l'objet inconnu, et s'ébroua calmement, reconnaissant son innocuité. « Il est temps de rentrer, mon ami », dit Hugo en fixant le bouclier dans son dos. « Le chemin de la descente sera plus facile, car maintenant nous emportons avec nous une part de ce silence. » Ils reprirent lentement le chemin du couloir. Les portes de pierre étaient toujours ouvertes, les attendant. Lorsqu'ils sortirent, le brouillard au sommet commença à se dissiper. Le vent tomba, et à travers les déchirures des nuages, un soleil pâle et froid apparut, éclairant le chemin du retour. Le chevalier sentait qu'il descendait de la montagne, non pas simplement avec un trophée, mais avec un cœur nouveau, calme et ferme, comme la montagne murmurante elle-même. La descente du sommet s'avéra étonnamment facile, comme si la montagne elle-même, convaincue de la pureté des intentions du voyageur, aplanissait la route devant lui. Le brouillard, qui le matin semblait être un mur impénétrable, se déchirait maintenant en longs lambeaux transparents, ouvrant la vue sur la vallée, étendue loin en contrebas. Le soleil, penchant vers l'ouest, teignait les pentes de tons chauds, or et ocre, transformant la pierre sévère en une sorte de bronze ancien. Le bouclier dans le dos de Hugo ne pesait pas sur ses épaules. Au contraire, il semblait créer autour du cavalier un cocon invisible de chaleur, protégeant des rafales soudaines du vent de montagne.
Bayard marchait avec assurance, ses sabots ne claquaient plus, mais se posait doucement sur les éboulis, comme si le cheval connaissait par cœur chaque courbe du sentier. « Regarde, Bayard, comme le monde a changé », dit doucement le chevalier, montrant de la main une éclaircie dans les nuages. Le brouillard ne recule pas devant la force du vent, mais devant le calme que nous portons. En bas, dans la vallée, le crépuscule bleu commençait déjà à s'épaissir. Mais ici, en hauteur, régnait encore une soirée claire et dorée. L'air était devenu plus dense et plus chaud, imprégné des odeurs de terre chauffée et de prairies lointaines. Le chemin du retour est toujours plus court et chaque pas les rapprochait du monde habituel des hommes. Mais maintenant, ce monde apparaissait à Hugo différemment, sans agitation ni inquiétude. Bientôt, la lande rocailleuse fit place aux premiers arbres. Les pins tordus, vieux gardiens des hauteurs, les accueillirent par le bruit familier de leurs aiguilles. La descente devint plus douce et sous les pieds réapparut le tapis forestier moelleux d'aiguilles tombées et de mousse qui étouffait le bruit des pas, rendant le mouvement presque insonore. La forêt les reprenait dans ses bras. Les ombres ici s'allongeaient, s'entrelaçant en motifs bizarres sur le sol. La lumière du soir perçait à travers les branches en rayons obliques, dans lesquels dansaient de minuscules grains de poussière. Quelque part au fond du fourré, un hibou ulula, s'éveillant de son sommeil, et ce son se mêla harmonieusement à la symphonie générale de la forêt du soir. Hugo caressa l'encolure du cheval, sentant les muscles de l'animal se détendre après cette dure journée. « Nous retournons dans le royaume vert, mon ami », chuchota-t-il, inspirant l'arôme dense et résineux. « La terre ici respire le calme. Entends-tu comme le vent s'apaise ?» Ils avançaient sans hâte, savourant le moment de transition entre la grandeur sévère des montagnes et la pénombre douillette du fourré. Le bouclier d'argent dans le dos du chevalier scintillait faiblement, projetant sur les troncs des arbres des reflets doux, semblables à la lumière d'une étoile égarée. Le sentier les ramena à cette même clairière où ils avaient rencontré le barde aveugle. Éloi était toujours assis sur l'arbre abattu, comme s'il n'avait pas bougé de place durant toutes ces heures. Son luth reposait près de lui, et son visage était tourné vers le soleil couchant, captant les derniers rayons chauds. On aurait dit qu'il les attendait, écoutant le rythme des pas qui approchaient. Hugo retint son cheval, mais ne mit pas pied à terre pour ne pas briser le fragile silence de l'instant. Il inclina simplement la tête en signe de profonde reconnaissance. Le vieillard tourna lentement la tête, et un léger sourire effleura ses lèvres. « J'entends que votre allure a changé », prononça Éloi, sa voix était douce comme le bruissement de l'herbe. « Maintenant, vous marchez en harmonie avec la terre. As-tu trouvé ce que tu cherchais, chevalier ?»« J'ai trouvé plus que ce que j'espérais, père, » répondit Hugo, et sa propre voix lui parut étonnamment profonde et calme. « J'ai trouvé le silence à l'intérieur de la pierre. » Le barde hocha la tête, satisfait de la réponse. Il ne demanda pas à voir le bouclier ni qu'on lui raconte les merveilles du sommet. « Garde ce silence », conseilla le vieillard, fermant de nouveau les yeux. « Va en paix. La forêt vous indiquera le chemin le plus court. » Le crépuscule dans la forêt s'épaississait rapidement, transformant les troncs d'arbres en colonnes sombres d'un immense temple naturel. Mais Hugo ne ressentait pas l'inquiétude qui saisit habituellement le voyageur dans la forêt nocturne. Le bouclier d'argent dans son dos donnait assez de lumière pour voir le sentier. Une lueur douce, non invasive, qui n'effrayait pas les bêtes nocturnes, mais les apaisait plutôt. Autour commencèrent à s'allumer les premières lucioles, clignotant dans les buissons de fougères comme de minuscules phares verts. L'air devint frais et humide, annonçant la proximité de la rivière. Bayard marchait d'un pas égal et mesuré, se fiant totalement à son cavalier et à la route. La nuit est juste l'ombre de l'aile d'un grand oiseau, dit doucement Hugo, s'adressant au cheval alors qu'ils entraient dans une zone particulièrement sombre sous les couronnes des épicéas centenaires. Elle couvre la forêt pour qu'elle puisse se reposer. Et pour nous aussi, le temps du repos viendra bientôt. Le bruit de la rivière Dordogne devenait de plus en plus distinct. Ce n'était plus le grondement menaçant qu'il semblait être le matin, mais un murmure régulier et berçant de l'eau courant sur les pierres. Ce son les appelait, promettant la fin du long voyage. La forêt s'écarta soudainement et devant eux s'ouvrit de nouveau la rive de la rivière. Le vieux pont de pierre, à la lumière de la lune qui venait de se lever, semblait argenté,
comme s'il était fait du même matériau que le bouclier. L'eau en bas était sombre et lisse, comme un miroir noir dans lequel se reflétaient les rares étoiles et les lumières de la citadelle lointaine sur la colline. Les lumières du château brillaient chaleureusement et de manière invitante, promettant confort, foyer chaud et lit moelleux. Mais Hugo s'attarda au milieu du pont, regardant l'eau sombre. Le courant était calme et continu, emportant tous les soucis au loin, vers l'océan. « Nous sommes rentrés, Bayard », chuchota le chevalier, et le son de sa voix se mêla au clapotis des vagues contre les piliers de pierre. « Mais nous y retournons différents. » Il toucha légèrement les rênes, et les sabots résonnèrent de nouveau sourdement sur le pavé. Ce son était rythmé et apaisant. Cloc, 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 cloc. Le chevalier allait vers les portes de la ville, non pas comme un vainqueur assoiffé de triomphe, mais comme un pèlerin portant au monde une parcelle du grand calme montagnard. Le bouclier dans son dos ne brillait plus, il dormait, ayant accompli sa destinée, devenant simplement un métal noble dans la nuit. Les massives portes de chêne de la citadelle étaient déjà verrouillées pour la nuit. Mais dans une petite fenêtre latérale brillait la flamme d'une lanterne à huile. Les gardes, habitués au silence nocturne, ne dormaient pas, mais leurs mouvements étaient ralentis et paresseux. Le bruit des sabots sur le pavé fit regarder l'un d'eux, un vieux soldat aux moustaches grises, à l'extérieur. Il plissa les yeux, essayant de distinguer le voyageur dans la lumière incertaine des torches qui tremblotaient au vent. Hugo s'approcha de la lumière, laissant le garde reconnaître le blason familier sur la couverture du cheval. Le chevalier ne cria pas et n'exigea pas l'ouverture immédiate des portes. Il leva simplement la main en un geste de salut, et ce geste était plein d'une dignité tranquille. « Bonne nuit, Jacques », prononça doucement Hugo, sa voix sonnant bas, sans troubler le repos nocturne. « Nous sommes revenus de la montagne. » Le garde hocha la tête et, en grognant, commença à déverrouiller le lourd verrou de la petite porte, suffisante pour laisser passer le cavalier. Le grincement du métal fut le seul son aigu, mais lui aussi se noya rapidement dans le silence de la nuit. « La nuit est calme aujourd'hui, sire Hugo », répondit Jacques en les laissant entrer. « La ville dort, même les chiens n'abominaient pas. Passez en paix. » À l'intérieur des murs de la forteresse, l'air était plus chaud, saturé des odeurs de pierres refroidissantes et de la fumée de nombreux foyers éteints. Il régnait ici le confort particulier d'un lieu habité, solidement protégé du monde extérieur. Les rues de la ville étaient désertes. Les maisons se tenaient étroitement serrées les unes contre les autres, leurs fenêtres sombres rappelant les yeux fermés de géants endormis. Le clair de lune inondait les toits de tuiles, les transformant en écailles d'argent, et seules de rares lanternes au carrefour projetaient des taches chaudes et ambrées sur le pavé. Hugo dirigea Bayard par la rue principale, menant au château supérieur. Le cheval marchait avec précaution, comme s'il comprenait qu'il ne fallait pas troubler le sommeil des habitants. Le bruit des sabots ici, dans l'espace étroit entre les maisons, était sourd et rythmé, semblable au battement d'un grand cœur calme. « Regarde comme ils dorment paisiblement », chuchota le chevalier, se penchant vers la crinière du cheval. « Ils ne savent pas que nous leur avons apporté, non pas simplement un bouclier, mais une promesse de protection. Le sommeil est aussi une sorte de forteresse. » L'ombre du cavalier glissait sur les murs des maisons, s'allongeant et disparaissant au tournant. La ville respirait régulièrement et profondément. Quelque part, un volet claqua, dérangé par la brise, mais se tut aussitôt. Hugo sentait une étrange union avec chaque maison, avec chaque famille endormie. Sa mission était terminée, et maintenant il était simplement une partie de ce monde dormant, son gardien silencieux. Ils entrèrent dans la large cour du château où se trouvaient les écuries royales. Ici, cela sentait le foin frais, l'avoine et le cuir. Les portes de l'écurie étaient entr'ouvertes et de l'intérieur parvenait l'ébrouement douillet et chaud des chevaux mâchant leur portion nocturne. Un jeune palefrenier sortit à leur rencontre, frottant ses yeux ensommeillés. Il s'était manifestement assoupi sur une botte de paille en attendant le retour du seigneur. Mais, voyant le chevalier, il se ressaisit aussitôt et se hâta de prendre les rênes. Hugo mit pied à terre avec légèreté, malgré le long chemin. Ses pieds touchèrent à la terre ferme et une agréable fatigue se répandit dans son corps. « Il a bien travaillé aujourd'hui, Pierre », dit doucement le chevalier, tendant les rênes au garçon et tapotant affectueusement le cou de Bayard. « Traite-le comme un roi.
Brosse-le, nourris-le du meilleur grain et donne-lui de l'eau tiède. Bien sûr, sire, chuchota le garçon, regardant avec respect le grand cercle d'argent dans le dos du chevalier qui scintillait faiblement dans la pénombre de l'écurie. Il n'a même pas transpiré, comme si vous n'aviez pas galopé, mais volé dans les airs. Nous avons pris le chemin du vent, Pierre. Repose-toi. Hugo sourit et se dirigea vers l'entrée principale du château, laissant derrière lui le monde chaud et douillet de l'écurie. À l'intérieur du château régnait un silence rompu seulement par le crépitement des torches dans les anneaux muraux. Les couloirs étaient longs et sonores, mais les tapis moelleux étouffèrent les pas du chevalier. Il marchait vers la salle du trône, sachant que le roi veillait souvent tard près de la grande cheminée, méditant sur le destin de ses terres. Les portes de la salle étaient entr'ouvertes. À l'intérieur, il faisait sombre. Seule l'immense cheminée au fond jetait des reflets de flammes sur les murs de pierre et les tapisseries anciennes. Dans un fauteuil près du feu était assis le vieux roi. Un livre reposait sur ses genoux, mais son regard était fixé sur les langues de feu dansantes. Il ne ressemblait pas à un souverain redoutable, mais à un vieux sage, portant sur ses épaules le poids de nombreuses années. Hugo entra, et le roi, l'entendant, tourna lentement la tête. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'impatience, seulement une attente calme. « Tu es revenu sans bruit de fanfare, Hugo », prononça le roi, et sa voix était basse et profonde, à l'unisson de l'atmosphère nocturne. « Cela signifie-t-il que la montagne t'a accepté ?» Le chevalier s'approcha et mit un genou à terre, mais non comme un sujet devant un maître, mais comme un fils devant un père. Il ôta lentement de son dos le bouclier d'argent. À la lumière du feu, la surface du bouclier s'anima, reflétant la flamme, mais rendant sa lumière plus douce, plus calme. « La montagne n'exige pas de victoire, votre majesté », répondit Hugo, se relevant et tenant le bouclier à deux mains. « Elle exige de la compréhension. Je ne vous ai pas apporté une arme pour la guerre, mais un miroir pour l'âme. » Le roi se leva et s'approcha du chevalier. Il tendit la main et toucha la surface fraîche du métal. Les doigts du monarque glissèrent sur l'argent lisse, sentant cette même vibration qui s'était fait sentir dans la grotte au sommet. « Étonnant », chuchota le roi, scrutant son reflet qui dans le bouclier semblait plus jeune et plus calme. « D'habitude, les chevaliers m'apportent des épées ébréchées dans les batailles, ou des casques ennemis. Toi, tu as apporté une page blanche. » Il indiqua d'un geste un endroit au-dessus de la cheminée où une niche vide avait été creusée dans la pierre, comme si elle attendait précisément ce moment depuis des années. « Place-le là, Hugo. Qu'il soit un rappel. » Le chevalier souleva délicatement le bouclier et l'installa dans la niche. Dès que l'argent toucha la pierre, la lumière de la cheminée sembla devenir plus brillante, inondant toute l'immense salle d'une lueur chaude et dorée. Les ombres dans les coins reculèrent, devenant plus douces et transparentes. « Un rappel de quoi, sire ?» demanda Hugo, admirant la forme parfaite du bouclier. « De ce que la vraie force n'est pas dans la frappe, mais dans la fermeté et le calme, » répondit le roi, retournant à son fauteuil. « Maintenant, va te reposer, mon chevalier. Ta garde est finie. Demain sera un nouveau jour, mais cette nuit appartient au repos. » Hugo s'inclina devant le roi et sortit doucement de la salle, refermant derrière lui les lourds battants des portes. Désormais, il restait seul avec le château, plongé dans un profond sommeil nocturne. Son chemin menait à la tour Est, où se trouvaient les quartiers des chevaliers. L'escalier en colimaçon montait, et chaque pas sur les marches de pierre usées résonnait d'un écho à peine audible, comme si le château comptait ses pas en chuchotant. Dans les étroites fenêtres meurtrières, la lune apparaissait par intermittence, se cachant parfois derrière les nuages. Le vent qui se promenait dehors se transformait ici, à l'intérieur des murs épais, en un léger mouvement d'air, faisant vaciller la flamme des rares torches. Les ombres de la rampe dansaient sur les murs, une danse lente et fluide, berçant le regard. Passant devant une niche où somnolait un autre garde, Hugo ralentit le pas, essayant de ne pas réveiller le soldat fatigué. Mais celui-ci, sentant un mouvement, entr'ouvrit un œil et sourit de manière ensommeillée. « Tout est calme, sire ?» marmonna le garde, saisissant plus confortablement sa hallebarde. « Dors, mon ami. »« Le monde entier est calme maintenant, » répondit Hugo en chuchotant, et ses paroles sonnèrent là comme une bonne incantation. La nuit nous garde plus sûrement que n'importe quel mur. Le chevalier poursuivit son ascension.
La fatigue, agréable et tenace comme du miel chaud, commença à se répandre dans ses jambes et son dos. Ce n'était pas cette fatigue épuisante de la bataille, mais la noble lourdeur du devoir accompli. La porte de sa chambre s'ouvrit sans bruit. Les gonds étaient bel et bien huilés. À l'intérieur, cela sentait les herbes sèches, la lavande et la menthe, dont des bouquets pendaient au plafond. La chambre était petite et simple, une table en bois brut, un coffre pour les affaires et un large lit, couvert d'une épaisse couverture de laine. Par la fenêtre ouverte, l'air frais de la nuit coulait dans la pièce, apportant la fraîcheur des montagnes lointaines. Hugo s'approcha de la table et commença lentement à défaire les sangles de son armure. Les gantelets se posèrent sur le bois avec un son sourd et lourd, puis suivirent des épaulières et la cuirasse. À chaque élément de protection retiré, le corps retrouvait sa liberté, comme s'il rejetait une coquille rigide. Le chevalier inspira profondément, redressant ses épaules, sur lesquelles il ne restait plus que le doux gambison de lin. Il passa la main sur son visage, lavant la poussière invisible des routes. L'eau dans la cruche était froide et pure. « Repose-toi, frère, » dit-il doucement, pliant soigneusement l'armure sur le coffre. « Aujourd'hui, tu n'as pas servi, et c'est la meilleure récompense. Que ton sommeil soit aussi solide que le mien. » La chambre plongea dans la pénombre lorsqu'il souffla la bougie. Désormais, la seule lumière était la lune, étendant sur le sol un tapis d'argent, rappelant l'éclat de ce même bouclier. Le lit l'accueillit dans ses bras moelleux. Le matelas de paille bruissa, s'adaptant à la forme du corps, et la couverture de laine réchauffa instantanément, créant un cocon douillet. Hugo s'étira de tout son long, sentant la tension quitter définitivement chaque muscle, chaque articulation. Son corps devenait lourd, comme rempli de plomb, mais cette lourdeur était agréable. Elle tirait vers le bas, dans la profondeur du sommeil. Il était allongé sur le dos, regardant le plafond où jouaient les ombres du feuillage de l'arbre derrière la fenêtre. Les branches se balançaient régulièrement et ce rythme coïncidait avec sa respiration qui ralentissait. Inspiration, profonde et calme, expiration, longue et libératrice. Les pensées, qui tournaient encore récemment autour de la montagne, du brouillard et du barde, devenaient maintenant visqueuses et lentes. Elles passaient, comme des nuages dans le ciel d'été, sans s'attarder et sans exiger d'attention. « La montagne est là », chuchota Hugo, et ses paupières commencèrent à s'alourdir, se fermant d'elles-mêmes. La rivière coule. Tout est à sa place. Les bruits du château et de la ville derrière la fenêtre se fondirent en un bourdonnement monotone et silencieux, le souffle de la nuit. Quelque part au loin, cria un oiseau de nuit, mais ce son ne dérangea pas. Il souligna seulement la profondeur du silence. Le monde alentour commença à se dissoudre dans une brume douce. Les murs de la chambre disparurent, cédant la place à un espace infini de repos. Devant le regard intérieur du chevalier surgit de nouveau l'image du bouclier d'argent, accroché au-dessus de la cheminée dans la salle du trône. Dans l'obscurité, il continuait de scintiller faiblement, gardant le sommeil du château de sa lumière égale et pure. Cette lumière devenait de plus en plus terne, se transformant en une étoile lointaine menant au pays des rêves. Hugo sentait la frontière entre lui et le monde extérieur se dissoudre. Il n'était plus un chevalier, il était une partie de cette nuit silencieuse, une partie du vent somnolent dans le feuillage et une partie de la pierre gardant un silence séculaire. « Merci pour le chemin » soufflèrent à peine ses lèvres, une dernière fois, avant que la conscience ne s'éteigne définitivement. La respiration devint régulière et profonde. Le sommeil vint doucement, comme le brouillard matinal dans la vallée d'Auvergne, couvrant tout d'une couverture blanche et duveteuse. Maintenant, dans la chambre régnait un silence absolu, et seul le rayon de lune poursuivait son lent chemin sur le sol, gardant le repos du héros endormi jusqu'à l'aube. L'histoire s'acheva, cédant la place à un sommeil profond et guérisseur.